Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, madame la présidente de la commission, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Notre système de protection sociale est depuis des années en crise, et cette crise est directement issue de constats simples et partagés. La crise économique d'abord et la montée du chômage qui tarissent les recettes assises sur les salaires et étouffent les entreprises. L'augmentation de l'espérance de vie et les progrès des techniques médicales qui entraînent des dépenses nouvelles importantes. Les retraités, bien sûr, qui dans notre société, comme dans beaucoup d'autres, sont de plus en plus nombreux pour des actifs de moins en moins nombreux. Tous ces constats auxquels nous n'apportons pas de réponse politique structurelle ont un prix, celui d'une dette abyssale. Depuis 2012, le gouvernement et la majorité ne semblent pas avoir pris la mesure de l'épreuve. Et cette année encore, les perspectives financières ne font qu'obérer encore un peu plus l'avenir de la protection sociale. La sécurité sociale reste déficitaire pour la 13e année consécutive. La branche maladie concentre les 2/3 du déficit, avec un solde négatif de 6 milliards. La branche vieillesse fait apparaître un solde légèrement positif dû à la réforme des retraites de 2010. Mais le Fonds de solidarité vieillesse reste en situation de déficit structurel. Le transfert à la CADES de 23,6 milliards d'euros laisse entière la question de la dette sociale. Le retour à l'équilibre, prévu pour 2007, est lui reporté à un horizon plus lointain, 2020, 2021, 2022. Enfin, la perspective en 2016 d'une croissance peu soutenue conduit à être très dubitatif sur une réduction durable et significative des déficits de la sécurité sociale. Si on ne peut contester les rares avancées, il est évident qu'elles n'auront pas d'incidence significative permettant de rétablir l'équilibre à long terme. Le mécanisme de garantie contre les impayés de pensions alimentaires, la mutualisation d'activités entre organismes de sécurité sociale, la modernisation de la filière visuelle afin de réduire les délais d'attente pour une consultation ophtalmologiste, la prise de conscience d'un nécessaire développement de l'ambulatoire sont certes de bonnes mesures, mais elles sont limitées. Trop peu et trop tard. Si on considère le développement de l'ambulatoire, par exemple, c'est une avancée très timide sur le plan budgétaire, puisque sur l'ensemble de ce budget, ce ne sont que 500 millions qui seront consacrés en 2016 au virage ambulatoire, pour reprendre la terminologie employée, contre 400 millions l'année dernière. 500 et 400, c'est un bien petit virage. Depuis le début du quinquennat, vous avez préféré le matraquage fiscal aux économies budgétaires, mettant ainsi à mal la compétitivité de nos entreprises et fragilisant le pouvoir d'achat des Français. Et cette année encore, c'est l'industrie pharmaceutique qui paie le plus lourd tribut. Madame la ministre, le groupe UDI n'a eu de cesse de vous faire des propositions ambitieuses. Elles ont été balayées d'un revers de main. Plusieurs ont ensuite été reprises par le Sénat. Elles ont subi le même sort. Comme souvent, comme trop souvent, disent certains, vous êtes restés sourdes aux propositions de l'opposition, alors que nous étions sur les bancs de cette Assemblée, comme au Sénat, dans une démarche constructive. Je pense, pour illustrer mon propos, à 2 mesures en particulier. La suppression de l'article portant à 1,50 € par heure la déduction forfaitaire pour les particuliers employeurs. Deuxième raison, l'augmentation progressive de l'âge légal de départ à la retraite. Depuis 3 ans maintenant, notre groupe, par la voix au début d'ailleurs de Jean-Louis Borloo, n'a eu de cesse d'alerter le gouvernement sur les atteintes graves et répétées qui étaient faites à l'endroit du secteur des services à la personne, secteur pourtant vital pour l'emploi et la cohésion sociale. Nous avons prêché dans un désert. Alors que ce secteur était encore l'un des plus dynamiques et présentait l'un des plus forts taux de recrutement du pays en 2012, il connaît aujourd'hui une dégradation significative, dont l'amorce a pu être constatée dès le début de l'année 2013. Il était donc essentiel, capital, d'adresser un message fort de confiance aux 4,5 millions de familles qui, dans notre pays, emploient à domicile, de les conforter dans leur capacité à créer de l'emploi et à agir
pour plus de cohésion sociale et de solidarité locale. Aujourd'hui, nous ne pouvons que déplorer cette nouvelle occasion manquée. Que dire de notre autre proposition sur l'augmentation de l'âge de départ à la retraite? Nous proposions de l'augmenter progressivement à 64 ans. Le Sénat jusqu'à 63 ans. C'était là une première étape dans une direction que nous approuvions. Depuis des années, le groupe UDI appelle en effet de ses vœux des mesures de relèvement des bornes d'âge dont l'effet très favorable sur les finances de la branche vieillesse, surtout à moyen et long terme, serait considérable, comme le démontre déjà d'ailleurs la réforme de 2010. Cette mesure, certes difficile, constitue pour autant l'un des piliers d'une réforme structurelle de notre système de retraite par répartition. Notre système est dans une impasse, mais hélas, le gouvernement continue de l'ignorer. Comme l'a dit un illustre homme politique sur un sujet d'actualité, la maison brûle et vous regardez ailleurs. Ne vous étonnez donc pas, Madame la Ministre, du sentiment de défiance des jeunes générations. Certes, nous souscrivons aux objectifs initiaux du gouvernement lorsqu'il souhaite l'instauration d'une complémentaire santé pour les plus de 65 ans. Mais on ne peut nier les risques que cache cette louable intention. L'amateurisme du gouvernement sur ce point a été mis en lumière dès la première lecture, lorsque la rapporteure Michèle Delaunay a elle-même reconnu que la prépondérance du critère prix était risquée. En segmentant l'offre, le système de mise en concurrence participe à la destruction des mécanismes de solidarité sur lesquels sont fondées les mutuelles. C'est un système qui conduira à terme à une augmentation des cotisations pour les plus âgés, puisque la solidarité intergénérationnelle ne pourra plus s'exercer. De même, ne vous étonnez pas, Madame la Ministre, du sentiment de défiance des chefs d'entreprise. Les entreprises ont besoin de visibilité pour pouvoir investir et créer de la croissance. Or, vous avez repoussé de 3 mois la baisse de 1,8 point des cotisations sociales sur les salaires de 1,6 à 3,5 SMIC. Cet énième renoncement de la part de l'exécutif renforce encore un peu le sentiment de rejet des créateurs de richesse à l'endroit de leurs gouvernants. Soyez certaine qu'un tel report aura, de manière directe, des conséquences sur l'emploi. Que dire enfin de l'article 39, qui pose les jalons d'un régime d'assurance maladie universelle? Oui, nous pouvons convenir du caractère estimable de l'objectif poursuivi. Mais il faut bien reconnaître que les travaux en commission et ensuite en séance publique n'ont fait que souligner le flou qui se dégage du dispositif prévu et de l'étude d'impact censée éclairer le législateur. D'autant qu'en dissociant la protection sociale de toute cotisation, cette disposition change la nature même du régime de sécurité sociale. Alors que le vote de ce PLFSS est imminent, on peut légitimement se demander si le Parlement mesure bien tous les effets et toute la portée de cette disposition qu'il s'apprête à mettre en place. Ce ne serait pas la première fois qu'on aurait, dans les mois ou dans l'année à venir, un rétro-pédalage sur un sujet aussi important. Vous faites le choix du court terme, et c'est sur le long terme que vous fragiliserez notre cohésion sociale et remettez en cause l'héritage de notre protection sociale. Pour toutes ces raisons, notre groupe votera contre ce projet de loi.